Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Sur l'île de Jolo, l'offensive des militaires la nuit dernière. Les otages seraient sains et saufs. Les rebelles demandent maintenant l'arrêt de l'assaut et réclament de nouvelles négociations. L'arrestation du chef présumé de l'ETA par les forces de police françaises. Le leader séparatiste basque a été transféré à Paris, placé en garde à vue alors qu'un complot visant le roi d'Espagne était déjoué. La fête de l'humanité à la Courneuve et le discours offensif de Robert Hue qui demande un meilleur partage des fruits de la croissance. Et puis à une semaine du référendum, l'invité de ce journal est Alain Madelin, président de Démocratie libérale. Une belle journée tricolore aux Jeux de Sydney, 2 médailles d'or, 1 d'argent, rien que ça. Félicia Ballanger pour le 500 mètres départ arrêté, Franck Dumoulin pour le pistolet à 10 mètres s'empare de l'or, de l'argent en escrime pour Hugo Bry. Tous les trois sont en duplex dans ce journal. Conversation enregistrée en milieu d'après-midi. Aux Philippines, sur l'île de Jolo, près de 20 heures après le début de l'offensive militaire contre les rebelles qui détiennent 19 otages, les informations qui nous parviennent sont fragiles et parcellaires. Seule certitude, le président Estrada a décidé de mettre un terme brutal aux négociations pour privilégier la solution militaire à un dispositif d'envergure. Vraisemblablement, tous les otages seraient sains et saufs, selon un communiqué du ministre de la Défense philippin. Et puis, nouveau retournement de situation en fin d'après-midi. Le groupe Abu Sayyaf demande la fin de l'assaut pour reprendre les négociations. Jean-Marc Hillouz. Non pas une simple action de commando, mais une véritable opération militaire air-terre-mer a donc été déclenchée hier soir contre les pirates philippins de Jolo à l'initiative du gouvernement de Manille. Cette nuit, les appels téléphoniques du président Chirac à son homologue philippin, M. Estrada, étaient restés sans réponse. Trop, c'est trop. La mesure est pleine, a tranché le président philippin. L'État ne peut laisser longtemps des criminels passer outre nos efforts de négociation. Effondré, M. Aventajado, le négociateur philippin, expliquait que le kidnapping le 10 septembre de 3 nouveaux otages malaisiens était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Dans la journée d'hier, l'armée philippine, humiliée depuis 4 mois, avait mis en place un blocus de l'île. Décision qui aurait provoqué la colère du commandant Robo, le chef des kidnappeurs, et entraîné la rupture des négociations. À l'assaut des repères d'Abu Sayyaf, 3000 hommes, de l'artillerie, des chasseurs bombardiers et ces avions mitrailleurs spécialisés dans la lutte anti-guérilla. Selon l'armée philippine, 18 pirates ont été capturés et 7 civils blessés. Le chef d'état-major philippin précise qu'aucun otage ne figure parmi les victimes recensées de l'opération. Aux dernières nouvelles, le commandant Robo se dirait prêt à reprendre les négociations en échange d'une cessation des hostilités. L'offensive militaire décidée par le gouvernement philippin a provoqué la colère de Jacques Chirac, qui dès cette nuit a tenté de joindre le président philippin pour lui dire son total désaccord et rappeler que la sécurité de Jean-Jacques Le Garec et de Roland Madura, nos confrères de France 2, était la principale préoccupation de la France. Le ministère des Affaires étrangères, à la demande du président de la République, a convoqué le chargé d'affaires philippin pour lui transmettre ce message. Dans la matinée, une cellule de crise s'est tenue au Quai d'Orsay, Lionel Jospin et son gouvernement faisant part de leur très vive inquiétude. Venons-en à présent à la réaction de Stéphane Loisy, qui a été libéré il y a une semaine. Réaction ou plutôt appréciation d'une situation qu'il a pu appréhender. Nous l'écoutons. Ce n'est pas l'intérêt des ravisseurs de faire du mal aux otages. On a vu, ils nous ont très bien traités. Ils sont très mobiles. Ils vont essayer par tous les moyens de se sauver. Et même s'ils ont été attaqués la nuit et que c'est pas très favorable puisqu'ils ne sont pas équipés pour voir la nuit, ils connaissent très bien leur île. Ils sont capables de se sauver en quelques secondes. Donc dans la mesure où les otages sont plusieurs groupes différents, il est possible que tout ça s'éparpille. Donc j'espère. Dans l'actualité de ce samedi, l'arrestation hier soir près de Bayonne du chef présumé de l'ETA par les forces de police françaises. Le leader séparatiste basque a été transféré à Paris en fin de matinée et placé en garde à vue. Une opération saluée par le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar. Un nouveau succès de la coopération entre les deux pays face à la violence terroriste. David Bazier et Emmanuel Clerc.
C'est la fin de la clandestinité pour le numéro 1 de TA. Iñaki de Renteria quitte sa maison, encadré par les policiers du SRPJ de Bordeaux. À 19h30 hier soir, c'est le groupe d'intervention de la police nationale qui l'a interpellé à son domicile. Une maison d'une dizaine d'appartements où l'on décrivait ce matin un mystérieux locataire arrivé là depuis 8 mois. Jamais vu, c'est pas... jamais vu. Et c'était une maison souvent fermée, Il y avait des gens et les voisins me disaient que lorsque ils regardaient dans la direction, paf, les vélos se fermaient, c'est tout. Iñaki de Renteria, de son vrai nom Ignacio Gracia Arregui, est une figure historique de TA. L'Espagne a lancé 4 mandats d'arrêt internationaux pour le retrouver, notamment depuis la tentative d'assassinat du roi Juan Carlos en 1995. Sa compagne, de nationalité française, a également été emmenée par la police, dans ses bras, leur petite fille de 2 ans. Au domicile du couple, les enquêteurs ont saisi 2 véhicules, des armes et des faux papiers après une perquisition minutieuse. Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, a adressé ses chaleureuses félicitations aux services de police qui soulignent que c'est une opération franco-française. L'Espagne, elle, devrait certainement demander l'extradition du numéro 1 de l'ETA, tout en craignant des représailles, car l'ETA a l'habitude de se venger par des attentats ou des assassinats. Cette arrestation fait craindre en Espagne des représailles de l'ETA. Et sans doute y a-t-il un lien direct avec cet attentat déjoué contre le roi d'Espagne à Hernani aujourd'hui. Plusieurs lance-grenades ont été découvertes à proximité du musée que devait inaugurer le couple royal, accompagné du chancelier Gerhard Schröder. Agnès Varamian. Vous n'êtes pas les bienvenus, avaient prévenu les nationalistes radicaux. Mais pour montrer que même en pleine offensive de TA, l'Espagne ne se laisse pas intimider, Juan Carlos, la reine Sofia et José María Aznar ont fait le voyage d'Hernani. Et cela sans rien changer à l'inauguration de ce musée de la sculpture prévu en compagnie du chancelier allemand Gerhard Schröder en visite officielle en Espagne. Hernani, un bastion des radicaux, élu ici à la mairie. Leur manifestation, à 2 km du musée, a rassemblé 1 millier de personnes au cri de « Vive ETA militaire ». En début d'après-midi, la police retrouvait 6 lance-grenades, posées précipitamment semble-t-il, mais situées à moins de 600 mètres du lieu de visite des souverains espagnols. Un attentat déjoué alors que l'Espagne s'attend à une riposte d'ampleur de l'ETA après l'arrestation de son numéro 1 en France, mais après aussi l'interpellation cette semaine d'une vingtaine de membres de son bras politique. Des élus le plus souvent soupçonnés d'avoir un lien direct avec l'organisation armée. Vague d'arrestations, situation politique bloquée, dans la rue aussi le climat se tend. Fait rare, la police a dû s'interposer hier à Saint-Sébastien entre 2 manifestations, une pro et une anti-ETA. Sans les armes, vous n'êtes rien, criaient ces militants pacifistes. Des victimes du terrorisme qui osent malgré la terreur faire entendre leur voix. Après chaque attentat, ce sont désormais des rassemblements silencieux quotidiens. Pourtant, dans la minorité qui la soutient encore, ETA puise comme elle veut de nouveaux militants. Les arrestations ne représentent donc pour ces Espagnols qu'un bref soulagement. Première journée de compétition aux Jeux Olympiques de Sydney, première médaille française. Les bonnes nouvelles se sont enchaînées ce matin. D'abord, sur le vélodrome de Sydney, Félicia Balanger a remporté le 500 mètres dames, départ arrêté devant l'Australienne Michelle Ferris qui prend la médaille d'argent. La championne française remporte ainsi son 2e titre olympique. Alexandre Cara et Patrick Turpot. Une profonde inspiration et Félicia Balanger entre en piste. Dans la tribune, sa maman, une femme anxieuse qui retient son souffle. Enfin, le signal du départ résonne dans le vélodrome de Dungray. Le public est silencieux, une Australienne est en tête, seule la Française peut la détrôner. Pour suivre sa fille, Madame Balanger a fait le plus long voyage de sa vie, pour 34 secondes d'espoir. Et la reine Félicia, qui survole la course, approche son propre record du monde, s'arroge une demi-seconde d'avance sur sa suivante, un formidable écart à ce niveau de la compétition. Chez les tricolores, c'est la joie. Daniel Morellon, l'entraîneur de Félicia, ne tient plus en place. Pour les Australiens, c'est la déception, mais il y a l'argent pour se consoler. Olympic champion and gold medalist representing France, Félicia Balanger. Il y avait déjà la médaille d'or d'Atlanta. Au palmarès de Félicia vient s'ajouter un nouveau titre olympique, le premier de l'histoire du 500 mètres féminin. À 29 ans, la Française semblait bien décidée, il y a encore peu, à se ranger des vélos après Sydney. Désormais elle hésite, on la comprend.
Félicia Ballanger, bonsoir. Encore une superbe victoire. Décidément, vous avez des ailes. J'avais envie de vous demander si vous avez su, apparemment oui, domestiquer cette pression, cette tension qui parfois vous fait peur, le stress. Oui, c'est vrai qu'en plus du physique, il faut gérer le stress. Et c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, tout le monde nous attend. Donc c'est très difficile, mais bon, ça s'est bien passé. C'est un peu une de vos particularités, c'est de travailler avec un entraîneur, mais d'une certaine façon, vous êtes adjoint à un moment l'aide d'un psychologue, justement, pour ce stress, pour l'éliminer. Oui, c'est vrai que depuis 8 ans maintenant, je travaille avec un psychologue, en plus de mon entraîneur, bien sûr. Et c'est vrai que son rôle, c'était au début de ma carrière de régler des problèmes d'émotivité. Et puis maintenant, on travaille la gestion du stress et puis surtout, on essaye de faire en sorte que la performance soit optimale. Alors, vous n'avez pas le droit à la faute et j'imagine que vous nous préparez une prochaine victoire dans 2 jours. Je vais faire de mon mieux parce que c'est vrai que j'affectionne beaucoup la discipline de la vitesse. J'ai toujours dit les années précédentes que je préférais cette discipline. Donc généralement elle se déroulait avant le 500 mètres, donc je me concentrais bien dessus. Là ça change un petit peu, il va falloir gérer ça. Mais j'espère vraiment faire de mon mieux en vitesse et prendre du plaisir surtout. Donc vous ne ferez pas la fête ce soir ? Non, pas ce soir, puisque le tournoi commence dans 2 jours. Merci Félicia Ballanger d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Jacques Chirac a bien évidemment adressé ses félicitations à Félicia Ballanger, mais aussi à Franck Dumoulin, qui a offert à la France une médaille d'or, la première des Jeux, en s'emparant du titre olympique du pistolet à 10 mètres. Cet homme de 27 ans, déjà champion du monde, était donné largement favori. Christelle Bertrand, Frédéric Pasquet. Une médaille d'or olympique, c'est la meilleure façon de tirer son chapeau aux gâchettes françaises. Franck Dumoulin décroche un titre à l'arraché. Les forces lui manquent pour exulter. Le pistolier des Mouettes de Royan a pourtant failli rater complètement sa cible et sa compétition. Après 60 tirs en qualification, il se retrouve en finale et manque sa première balle. Mais à 27 ans, Franck Dumoulin n'est pas à un défi près. Pour lui, c'est déjà une victoire d'être à Sydney. En 99, il reçoit une balle dans la main puis se blesse gravement dans un accident de moto. 1 an plus tard, il est champion olympique et se retrouve fer de lance d'une équipe de France sans limite. La journée d'aujourd'hui restera comme un souvenir énorme, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, c'est que du bénéf. Franck Dumoulin n'a jamais baissé les bras. Déjà champion du monde du 10 mètres en 94 et du 50 mètres en 98, le Français, à peine champion olympique, prend des nouvelles de ses parents. Bon, ça va, c'était pas trop dur? C'était pas trop dur? D'accord, ok. La première médaille d'or française résonne comme un symbole, celui du courage et de l'abnégation. Et la déception toute relative est venue de l'équipe d'escrime. Hugo Bry, champion du monde en 98, s'est vu ravir la médaille d'or par l'escrime russe. Le Français offre malgré tout la 100e médaille olympique de l'escrime française. Nathanaël de Rinxin, André Germain. Elle y a mis tout son cœur. Elle a failli y laisser sa voix. En finale olympique, les supporters d'Hugo Bry n'ont pas eu la partie facile, mais ils n'ont jamais cessé d'y croire. Moi, je me sens moyen et je pense que lui, il est mieux que moi. Je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est très très bien. Malgré le soutien de la salle et une grosse envie de gagner, Aubry n'a rien pu faire face au meilleur tireur du monde, Pavel Kolobkov. À 31 ans, le Russe remporte son premier titre olympique et conclut son assaut par une touche au pied. Battu 15-12, Aubry n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, Kolobkov était sur son petit nuage. Elle n'est pas d'or, elle est d'argent, quoi. Mais elle est belle quand même. Aubry a retrouvé le sourire. Il y a de quoi. Il vient d'offrir à l'escrime française la 100e médaille olympique de son histoire. Et nous retrouvons une médaille d'or et une médaille d'argent. Je veux parler de Franck Dumoulin et de Hugo Bry. Bonsoir à tous les deux. Bien évidemment, nos félicitations. Peut-être une première question à Franck Dumoulin. Je voudrais que vous me parliez un peu de cette joie et de cette émotion qu'on a vue perceptible sur les images. Est-ce que maintenant, ça y est, vous réalisez?
C'est sûr que quand on est sollicité comme depuis tout à l'heure, là on se rend compte vraiment qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Même avec mes parents, 30 secondes au téléphone et j'ai rien compris. Donc la joie était vraiment très très grande. Bon, maintenant il faut prendre le temps de savourer cette médaille. Qui croyait en vous il y a un an lorsque vous étiez sur un fauteuil roulant? Je pense mes entraîneurs qui me connaissent maintenant depuis à peu près une quinzaine d'années, et puis surtout mes parents qui me connaissent depuis toujours et surtout qui ont foi en moi. Et bon, maintenant ils ont vraiment pensé que j'étais capable de tout. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette rage de vaincre? Comment vous avez vécu cette année à remonter une pente qui était difficile, délicate, peut-être même compromise? C'est sûr que la volonté de faire partie des grands, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire partie de l'équipe olympique, des médaillés olympiques, ça c'est vraiment une grande satisfaction. Et à un moment ou à un autre, ça devient un but. Et ça l'a été il y a un an. Est-ce que vous allez célébrer cette médaille tout à l'heure? Non, malheureusement, parce que j'ai encore une épreuve donc le 19, et vu que je me suis fait vœu de ne pas boire une goutte d'alcool depuis le 1er janvier, ce sera le 19 au soir où on pourra fêter tout ça. J'espère qu'on la fêtera avec vous, cette nouvelle médaille. Je voudrais maintenant m'adresser merci à vous, à Hugo Bry. J'ai envie de dire bravo, parce qu'on parle un petit peu de déception. Je ne sais pas si vous êtes déçu, mais je vous ai vu embrasser votre médaille. L'argent, c'est quand même formidable. Oui, c'est formidable quand on pense qu'il y a 37 non médaillés chez nous. Donc c'est vrai un peu de déception d'avoir touché l'or de si près, et puis finalement une grosse satisfaction de ramener cette médaille d'argent, parce que au début de la journée c'était pas évident, quoi. Alors une médaille très symbolique, puisque c'est la 100e que vous offrez donc, vous en tout cas, à l'équipe de France. C'est une discipline reine, l'escrime pour la France. Vous avez conscience du symbole ? Conscience du symbole, non. C'est avant tout ma première médaille olympique, mais c'est vrai que ça montre que c'est pas les 10 dernières années qu'on a eu des médailles, ça date depuis très longtemps. Et puis c'est un petit clin d'œil à tous les anciens qui étaient derrière moi aujourd'hui. Et puis voilà, mais ça va continuer. On vise les 110 à la fin des Jeux, quoi. Merci Hugo Bry, merci à Franck Dumoulin et merci d'avoir répondu à nos questions tout de suite à la sortie des épreuves. Merci à vous. Et puis l'éclatante performance de Yann Thorpe, la torpille, on n'en entendait pas moins. L'athlète australien a pulvérisé le record du monde du 400 mètres nage libre. Un exploit à la hauteur de la réputation de ce jeune Australien âgé de 17 ans qui fait chavirer les cœurs australiens. Christophe Duchiron. Chez nous en France, c'est la pétanque. Chez les Australiens, c'est la natation. Un sport national, là-bas tout le monde nage. Et aujourd'hui à l'Aquatic Center, comble et archi-comble, 16 000 spectateurs sont venus voir gagner leur champion, même s'il fallait y mettre le prix. Combien vous avez payé votre billet 1600 francs. C'est cher Oui, c'est cher, mais vous savez, il y a pire. Hein. Allez, Yann Thorpe. Si vous aimez les grands hommes et les superlatifs, alors vous aimerez Yann Thorpe, le phénoménal nageur australien 1,95 m. Il n'a pas encore 18 ans et déjà un palmarès long comme ses pieds. Vu qu'il chose du 53, ça vous donne une petite idée. Avec son bonnet jaune et sa combinaison, il va dominer le 400 mètres nage libre de la tête et des épaules. Accompagné dans sa course par un public en délire, Thorpe bat le record du monde de la distance et remporte sa première médaille d'or. À l'arrivée, pas d'excès de joie chez le vainqueur. On sent bien que ce gars-là a un boulot à finir. En effet, moins de 2 heures après, Thorpe revient dans la piscine avec ses copains du relais 4 x 100 mètres. Et là encore, ça va barder. Invaincus sur la distance depuis que les Jeux sont Jeux, les Américains vont connaître la défaite. Thorpe avait un léger retard au moment du départ et il va s'imposer à l'arrivée avec une légère avance, 2e médaille d'or, et malheureusement pour ses adversaires, d'ici la fin des Jeux, Yann Thorpe a encore des bains à prendre. Pas de psychose dans la baie de Sydney. Les dents de la mer n'auront pas droit de cité. Pour mettre sous haute sécurité les épreuves du triathlon, une équipe de plongeurs capables d'éloigner d'éventuels requins ont été recrutés. Florent Gautreau, Philippe Deslandes. Un décor de rêve, avec en toile de fond le Harbour Bridge et l'Opéra, une piscine géante dans l'une des plus belles baies du monde, aucun doute, les triathlètes ont été gâtés pour leurs premiers Jeux Olympiques. Et pourtant, depuis quelques mois, le doute s'est installé, une rumeur se propage, on évoque un danger, les requins.
Les dents de la mer, le retour. Imaginez un athlète avalé par une grosse bête, ça ferait désordre pour commencer les Jeux. Depuis 1942, 6 personnes sont mortes attaquées par des requins près de Sydney. Mais ces images, certes inquiétantes, ont été tournées à plusieurs kilomètres du site olympique. Les organisateurs se veulent rassurants. Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucun risque d'attaque. À cet endroit, il n'y a pas de végétation pour les poissons, dont se nourrissent les requins. Donc le risque est minimum. Mais nous allons utiliser un équipement spécial pour rassurer les compétiteurs. Sur 2, mais méfiants tout de même, les organisateurs ont fait poser d'immenses filets autour du parcours. Ils ont aussi engagé 6 plongeurs équipés d'ultrasons pour éloigner les gros poissons trop gourmands, au cas où. Le Français Olivier Marceau, champion du monde de triathlon, ne veut pas en entendre parler. Il se concentre sur ses chances de médaille. Son entraîneur est persuadé que cette histoire de requin est une invention de journaliste. Il y a des requins tout à fait à l'embouchure vers Manly, mais à l'endroit où on nage avec le passage des ferries, enfin il y a une telle navigation que de toute façon, non, pour nous les requins c'est vraiment c'est une anecdote. Il y a bien des requins ici, nous en avons rencontré, mais c'était à l'aquarium de Sydney. Pour le reste, de mémoire de marins, on n'en a pas vu depuis bien longtemps dans les baies du centre-ville. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, ce matin, aucune des triathlètes engagées dans la compétition féminine n'a eu à faire face à un requin pendant l'épreuve de natation. Et précisément pour la première fois aux Jeux Olympiques, cette discipline du triathlon, c'est une Suissesse, mère de famille, âgée de 33 ans, qui a remporté la médaille d'or, soutenue par une foule de passionnés venus assister au parcours semé d'embûches de ces épreuves, avec de la nage en pleine mer, mais aussi 40 km de cyclisme. En France, cet après-midi, pour lutter contre les mines antipersonnelles, pour la 6e année au Palais de Chaillot, la fameuse pyramide de chaussures, aux côtés de Catherine Tasca et de Jack Lang, une foule d'anonymes venus apporter leurs chaussures pour édifier le plus haut possible une montagne contre ces mines qui, par dizaines de millions, sont encore stockées de par le monde. Ces armes ont déjà tué ou mutilé quelques 600 000 victimes et chaque année, de par le monde, ce sont des familles entières qui sont exposées. Portrait croisé de ces tout jeunes adultes. L'une est cambodgienne, l'autre est sénégalais. Tous deux fauchés par ces mines antipersonnelles. Ils ont choisi de témoigner pour que cesse le massacre. Elsa Margou, Gilbert Usan. Dans une autre vie, Kozal était une petite fille comme les autres. Et puis, il y a 5 ans, le sol a explosé sous ses pieds. Une mine venait de lui arracher la jambe droite. On m'a amputé très haut. L'os qui reste est trop court. J'ai essayé de mettre une prothèse, mais ça fait trop mal. Comme Kozal, Sarani est marqué à jamais. Chez lui, en Casamance, il y a encore la guerre qui sème des mines jusque dans la cour des écoles et frappe des enfants innocents. Toute la jambe était gâtée. Donc, c'est triste. Cette prothèse. Je considère ça comme ma jambe maintenant. Ça a tout changé dans ma vie. Je ne pouvais plus aller à l'école et puis je suis devenue timide. J'ai toujours peur qu'on me regarde parce qu'il me manque une jambe. Je ne voulais même pas approcher mes camarades. Oui. Parce que vraiment, c'est difficile. Pourquoi? Tu avais honte? Oui, j'avais honte. J'avais honte de les approcher. J'habitais un petit village. Ma famille, elle travaille dans les rizières. Aujourd'hui, je ne peux plus les aider. Alors il faut que je fasse des études si je veux avoir un métier plus tard. Leur témoignage, Kozal et Sarani sont allés le porter jusqu'à l'ONU, à Genève, où se tenait cette semaine la conférence internationale sur les mines antipersonnelles. On les a beaucoup applaudis. On les a poliment écoutés, y compris les représentants des 54 pays qui continuent de fabriquer ou d'utiliser des mines, tuant et mutilant une personne dans le monde toutes les 20 minutes. Revenons à présent sur la situation aux Philippines après l'offensive militaire qui, je vous le disais en titre, s'est déroulée ce matin sur l'île de Jolo. Retrouvons tout de suite en direct de Manille notre envoyé spécial Laurent Boussier. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous disposez d'informations concernant d'éventuelles négociations réclamées par le groupe Abu Sayyaf en échange de l'arrêt des combats ?
Oui, Béatrice, sur les négociations, pas d'informations pour l'instant, mais des informations sur le côté réel de la demande des Abou Sayyaf. Après avoir refusé de négocier pendant plusieurs mois, après avoir exigé des millions de dollars, après avoir fait patienter les négociateurs et après avoir fait patienter aussi des jours et des semaines la libération des otages, le commandant Robo, attaqué aujourd'hui et acculé par l'armée philippine, appelle les négociateurs au secours et demande donc l'arrêt des combats. Est-ce que cette sorte de donnant-donnant vous semble une piste susceptible d'aboutir? Écoutez, normalement, l'offensive de l'armée philippine a deux buts. Le premier, c'est de libérer, si possible, sains et saufs, les otages. Le deuxième, c'est de casser militairement les Abou Sayyaf pour les empêcher de continuer à nuire, pour les empêcher de continuer à faire des kidnappings et à exiger des rançons. Alors évidemment, dans ce contexte, la négociation est plus réduite et plus difficile. Cela dit, il y a quelques heures, le ministre de la Défense philippin a dit que la porte n'était pas fermée à de nouvelles discussions. Une dernière question, Laurent, ne peut s'empêcher de savoir si vous avez quelques indications concernant le sort de Roland Madura et Jean-Jacques Le Garec, nos confrères de France 2. Oui, tout à fait, Béatrice. Quelques informations fragmentaires venant de sources proches des négociateurs. Il semble que hier soir, le commandant Robo, anticipant en quelque sorte l'attaque de l'armée philippine, ait quitté son camp accompagné d'une dizaine d'hommes armés et en emmenant avec lui Jean-Jacques et Roland. Alors c'est à la fois une bonne chose parce que ce soir, Jean-Jacques et Roland sont hors des zones de combat. Ils sont pour l'instant sains et saufs, et ce qui est une très bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, ils sont loin de l'armée philippine et pour l'instant peut-être aussi assez loin de leur libération. Merci Laurent Boucher de ces dernières informations. Politique française, la traditionnelle fête de l'humanité à la Courneuve avec la tribune Robert Rue en toute fin de journée. Au programme, on pouvait s'y attendre, l'inquiétude concernant la hausse du prix de l'essence, un discours plutôt offensif à l'égard du gouvernement qui n'est pas, selon le secrétaire national du Parti communiste, capable de redistribuer les fruits de la croissance. Alban Mikosi et Valérie Criton. Robert Rue, la mine gourmande, signe autographe sur autographe. Pendant ce temps, le ministre Jean-Claude Guessot est un peu chahuté par une salle frondeuse. Deux images prises dans cette fête de l'humanité 2000 où flottait un certain mécontentement. Parmi les illustrations, ce débat très suivi sur les transports, où certains ont estimé qu'en matière de coût des carburants notamment, rien n'avait été réglé. Et puis avoir le courage politique de s'en prendre aux compagnies pétrolières qui s'en mettent plein les poches. Jusqu'à présent, j'attends de ce point de vue-là des décisions concrètes. Ce malaise de l'électorat communiste, Robert Rue l'a entendu. Il le reprend même à son compte pour demander au Premier ministre d'infléchir sensiblement sa politique. Je ne souhaite pas que la gauche plurielle aille dans le mur, moi. Je veux qu'elle réussisse. Et je dis qu'il faut qu'elle fasse son examen de conscience, la gauche plurielle, sur la réalité de ce qu'elle a fait de bien depuis 1997, mais aussi sur la réorientation, et je pèse mes mots, nécessaires de ses choix politiques si elle veut réussir. Dans les allées, deux acrobates évoquent de manière poétique l'histoire de personnages qui cherchent à tutoyer les nuages, mais peuvent aussi à tout moment chuter brutalement. D'aucuns y verront une allégorie qui rappelle la cote de popularité du Premier ministre. Et Robert Rue demande une rencontre entre les dirigeants de la gauche plurielle dans son discours. Comme chaque semaine, les sondages politiques avec en chute libre la cote de popularité du Premier ministre qui perd 18 points pour recueillir 35% de satisfaits. Quant à Jacques Chirac, il perd lui 10 points et obtient 51% d'avis favorables. Sondage IFOP pour le journal du dimanche, réalisé le 14 et 15 septembre dernier, c'est-à-dire au lendemain du conflit des routiers. Alain Madelin, bonsoir. Venons-en au référendum qui va donc se tenir maintenant dans une semaine. J'ai envie de citer une phrase que vous avez donnée, que je trouvais assez significative. Vous avez dit le quinquennat, c'est un apéritif, ça n'est pas un plat de résistance, ça ouvre les appétits. Et moi, j'ai le sentiment, me semble-t-il, que les Français n'ont pas très faim et n'ont pas envie de venir à cette table-là. Non, mais c'est vrai, mais vous savez, ça fait 30 ans que l'ensemble des responsables politiques, l'opinion, sont largement en faveur du quinquennat. Bien, on en parlait.
rien ne bougeait, on le fait. Alors moi, je ne vais pas bouder la campagne, je sais pas, traîner les pieds. Je crois que le rôle des hommes politiques, c'est de dire franchement ce qu'ils pensent. Alors pour moi, c'est oui. Mais c'est vrai que c'est aussi un oui pour aller plus loin, que ce oui ouvre l'appétit, que j'ai envie d'autres réformes institutionnelles. Vous savez, le président de la République, cette fonction présidentielle, c'est l'homme qui éclaire l'avenir. Mais il est responsable, et il doit être responsable sans doute plus régulièrement devant les Français. Mais comment se fait-il que les Français n'entendent pas ce discours? On a le sentiment, si sans faire... Oui, non, mais non, parce que sans faire de mauvais jeu de mots, on a l'impression que le référendum, c'est une sorte de cuisine politique, mais que les questions essentielles ne sont pas là. Alors, en fait, à qui la faute? Alors, permettez-moi d'expliquer. Je veux dire le pourquoi de ce oui. Je crois que on a besoin d'un président de la République qui soit plus responsable. Avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il y avait une consultation intermédiaire, où il était désavoué, il partait. Bien. Ses successeurs, quand ils ont été désavoués par une élection intermédiaire, ils sont restés. Donc si on veut éviter tout ça dans l'avenir, on a intérêt à raccourcir la durée du mandat présidentiel. Le président sera plus responsable et le pays sera mieux gouverné. Mais raccourcir la durée du mandat présidentiel, c'est bien, mais ce n'est effectivement pas suffisant. Il y a bien d'autres réformes institutionnelles qui méritent d'être posées. C'est pourquoi notre oui, c'est un oui pour aller plus loin, ce qu'on appelle le mal français. C'est la concentration des pouvoirs au sommet. Un pouvoir un peu absolu, là, au sommet. Tout remonte au pouvoir, alors ça donne ce pouvoir bureaucratique, lointain, ce trop-plein de lois et ce trop-plein d'impôts. C'est quoi la raison? Vous expliquez très bien le pourquoi de votre oui. Moi, je n'ai toujours pas la réponse à la question. Pourquoi cette explication ne passe pas auprès des Français? Pour le oui, pour le non, pourquoi sont-ils si démobilisés? Est-ce que vous, les politiques, vous sentez au fond une forme de responsabilité? Écoutez, parce que c'est un petit peu comme si je vous pose la question, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? À l'évidence n'était pas donnée, alors peut-être qu'il fallait choisir. Ça paraît évident. Je veux dire, comme la réponse paraissait évidente, c'est un choix mou. Alors ça donne une campagne, campagne molle et ça donnera sans doute un résultat mou. Alors on ne doit pas la poser. On n'aurait peut-être pas dû la poser. Si, on peut pas reposer. On peut pas mettre tout ça plus tard. On verra plus tard. On la pose. Il faut répondre. Peut-être que d'ailleurs, on aurait intérêt, lorsque l'on fait des référendums, à mélanger d'autres référendums. Imaginez que je fasse un référendum sur la Corse et sur la régionalisation, un référendum sur l'éducation, un référendum sur le prix de l'essence, bien évidemment, un référendum sur les pouvoirs du Parlement, le cumul des mandats. Là, il y aurait de la passion. Alors peut-être que les politiques devront faire. Le président de la République d'ailleurs a dit qu'il faudrait. Ce que je souhaite pour ma part, c'est que ce référendum soit suivi d'autres référendums. Un référendum peut en appeler d'autres. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Tout autre sujet, le coup d'envoi de la 3e technoparade à Paris, les décibels de la musique électronique et comme chaque année, la présence de Jack Lang parmi la foule de jeunes amateurs au pied de la Tour Eiffel. Laurence Piquet, Olivier Robert, Gilbert Uzan. La danse du poisson, la transe de tous les allumés de la techno, ils s'étaient donné rendez-vous au pied de la Tour Eiffel. 120 000 personnes attendues au départ du cortège. Sur le parcours électronique, une vingtaine de bus venus de toute la France. Les rois de la fête, les DJ, magiciens de la platine. C'est trop bien quoi. Des jeunes qui s'éclatent, la techno c'est fait pour se défouler. Et vous, Jean-Michel Jarre, vous dansez? Évidemment, et vous? Attention aux marronniers, Bertrand Delanoë, candidat socialiste à la mairie de Paris, est aussi de la fête. Un carnaval dans lequel l'art réside aussi dans la façon de se déguiser et de se peinturelurer. Se presser, le grand convoi traverse le pont de l'Alma, direction les beaux quartiers. Une nouveauté, cette envie d'aller danser dans un 16e huppé et médusé. Une façon de refuser la marginalité. Il y a eu tellement de répression autour de ce mouvement-là que depuis 3 ans, avec les autorisations de pouvoir faire la fête dans la rue, c'est une reconnaissance. Ce soir, pas de grand concert, le budget de la parade a été diminué de moitié. Résultat, c'est dans des salles privées que les fans de techno vont continuer à danser.
Les 17e journées du patrimoine avec cet exemple, la piscine de Roubaix, l'une des plus belles des années 30, l'architecture art déco pour ce monument qui deviendra un musée. Visite guidée Daniel Wolfram, Mathieu Drejoux. Il est bien loin le temps où Henriette passait ses journées à la piscine avec ses copines. C'était à Roubaix, juste après la guerre, mais pour elle, c'était hier. Tous les objets qu'on perdait, un peigne, un savon, toutes les bricoles qu'on pouvait perdre dans le bassin, et ben c'est là-bas qu'on allait les rechercher. Alors on se laissait plonger, et à quatre pattes on cherchait, on ramassait et on remontait. La piscine municipale n'est plus. Le musée d'art et d'industrie de la ville va prendre la suite, premier aperçu de cette mutation pour les journées du patrimoine. Cette piscine a fonctionné sans interruption presque de 1932 à 1985 et qu'elle a été pendant cette époque le seul réel lieu de mélange social à Roubaix. Toutes les couches de la population y sont passées. C'était les années 30, la grande époque des utopies sociales. Le brassage dans l'eau purificatrice gommerait tous les préjugés. Rencontre entre un nageur d'autrefois et un vieil employé de la piscine. Non, je me doute. J'ai connu tous les anciens maîtres nageurs. Ah oui, d'accord. Vous avez connu aussi un petit peu, oui. Ouais. Et vous veniez avec des copains de votre classe? classe? Des camarades, oui, on venait de Lille même, voyez-vous monsieur, puisque je suis de Lille. On venait en bicyclette, c'était super. Parce que les bains lillois, ça commençait déjà à l'époque à plus avoir la même classe, quoi. C'était ici le summum, c'était ce qu'il y avait de plus beau, quoi, dans le coin. Luxe et volupté des mosaïques, art déco, mais quelquefois, des souvenirs plus récents sont un peu douloureux. Je me rappelle, il y avait même un moniteur qui était debout avec sa perche et qui nous demandait de sauter. Et on sautait, puis il nous faisait voir la tasse, comme on disait, ce qui ne nous plaisait pas. C'était à la dure, hein? C'était à la dure à l'époque. C'est pas pour ça que je suis une bonne nageuse maintenant. Hein. Rendez-vous au printemps prochain, la piscine, devenue musée municipal, ouvrira ses portes, peintures, sculptures modernes et tissus, fleurons des industries textiles de la région. Ainsi s'achève ce journal. Je vous en rappelle le principal titre sur l'île de Jolo aux Philippines. L'offensive des militaires la nuit dernière contre le groupe Abu Sayyaf. Les otages seraient sains et saufs. Les rebelles demandent maintenant l'arrêt de l'assaut et réclament des négociations. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué. À 1h25, le journal de la nuit, présenté par Hélène Hugues. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.